Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Et si on parlait vraiment d'ufologie. Et pour m'accompagner ce soir, je vous présente Monsieur Marc Gray. Bonsoir Marc. Bonsoir tout le monde, bonsoir la Terre, bonsoir les étoiles, bonsoir les galaxies. Nous sommes en vacances, nous sommes visités. Oui, en vacances, plus pour très longtemps malheureusement. Et nous sommes aussi toujours avec Monsieur Pam. Salut Pam. Bonsoir tout le monde, bonsoir Antoine. Oui, moi aussi je suis en vacances, j'ai lavé ma combinaison. Il était temps. Et enfin, en direct du Brésil, Monsieur Jean-Christophe qui nous rejoint, notre spécialiste pour l'émission de ce soir, qui sera d'ailleurs une émission consacrée au programme spatial secret et en particulier à la NRO ou au NRO, il va nous dire ça. Salut JC. Bonsoir à tous et encore une fois très content de vous accompagner. Bon, en tout cas, on est content de te voir en chair et en os et on voit qu'il n'y a pas eu de mauvaises conséquences de l'émission, la première émission sur le DARPA auquel tu as participé, parce qu'on a quand même eu des craintes, hein. Il y a même des gens qui nous ont écrit vous êtes sûr que c'est pas dangereux, qui témoignent, etc. Ça va pour toi, ces 2 derniers mois, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Donc on va continuer crescendo. D'accord, pas d'homme en noir garé devant chez toi, ce genre de choses. Non. Pour l'instant, ça va. Alors Marc, tiens, vu que tu as envie de prendre la parole, si tu nous faisais un petit résumé pour ceux qui n'auraient pas suivi le premier épisode, la relation entre le DARPA et le NRO. La relation entre le DARPA et le NRO, eh bien, le NRO, donc c'est le National Reconnaissance Office, donc le bureau de reconnaissance nationale. Ils sont liés dans quel sens? C'est une organisation quand même très secrète et elle travaille sur des opérations de lancement, officiellement, de lancement de satellites en orbite de la planète. Et puis, elle travaille aussi avec la NSA et aussi avec le DARPA, qui est l'agence de recherche avancée militaire, enfin de la défense, qui est plutôt axée officiellement sur de la robotique, tout ce qui est un petit peu transhumain et donc, ils travaillent effectivement en collaboration, tous ces organismes, les uns avec les autres. Et effectivement, dans l'ombre, on peut imaginer le MJ12 qui chapeaute toutes les opérations liées à la présence extraterrestre ou à la collaboration avec les factions extraterrestres, ou officiellement la recherche OVNI, mais on sait très bien qu'on en est beaucoup plus loin par rapport à ces dirigeants de l'ombre. Voilà. Donc le NRO, c'est ça, en fait. Et en parlant du NRO, on va essayer de décrire la fonction du NRO et puis sa position dans les activités de défense donc, du département de la défense des États-Unis. Donc, le département de la défense des États-Unis, il a un budget astronomique qui est supérieur à la somme de toutes les dépenses en défense de tous les autres pays du monde, en fait. Donc, ça devient même illogique, puisque bon là, on arrive à un seuil critique où pourquoi ils ont besoin d'arriver à ce niveau de défense. Donc, dans toutes les agences de défense, parce que bon, il n'y a pas que les agences donc les agences militaires, il n'y a pas seulement que il n'y a pas que seulement les agences d'intelligence, mais on va parler donc du NRO. Le NRO, c'est quoi? C'est une agence secrète, donc elle fait partie donc des 16 ou 17 agences secrètes, et c'est une agence comme pratiquement toutes les agences secrètes, ce sont des agences qui travaillent de l'intelligence en fait. Donc l'intelligence, c'est pouvoir avoir une somme de données, d'informations privilégiées. Donc le NRO, donc il a un budget
pratiquement, je crois que c'est le deuxième budget après le NSA. Pourtant, il a seulement il compte à peu près avec 3000 personnes, à peu près, 3000 employés. Donc, ça fait partie donc, des agences, elle fait partie des agences les plus payées, qui reçoivent le plus, et pourtant qui a le moins d'employés. Enfin bon. Donc, le NRO, il est. On pourrait l'associer à la NASA, mais en fait, la NASA et le NRO ont deux fonctions différentes. Le NRO, en fait, quand vous avez le logo donc du NRO, c'est une planète, un globe, et puis vous avez donc en orbite, vous avez donc un satellite qui est une petite boule rouge. Je pense pas que ce soit la représentation de la Lune. Mais en fait, c'est plutôt la représentation du NRO. En fait, c'est l'œil au-dessus de la planète. C'est l'agence suprême de vigilance et de surveillance des activités, de toutes les activités de cette planète. Quant à ce qui fait donc d'elle l'opposé donc de la NASA fait quoi? C'est l'œil qui se tourne vers l'espace. Donc on pourrait dire, oui, mais c'est la NASA qui lance les satellites, tout ça. Mais bon, la NASA, en fait, à part donc, de ce travail de lancement de satellites, c'est aussi son activité principale, c'est d'avoir un œil sur l'espace. Le NRO, non. Le NRO, c'est d'avoir toutes les connaissances sur les activités qui se déroulent sur cette planète. Donc, à travers de quoi? À travers donc des satellites, des avions de recherche, des avions de surveillance, les UAVs, hein, et donc à travers de tous ces projets, donc elle travaille avec des entreprises tercérisées, en fait, des entreprises privées, pour pouvoir développer ces projets-là. Donc à part ces activités donc d'intelligence, vous avez au département de la Défense, vous avez d'autres organismes, hein. Vous avez aussi le DARPA qui fait partie donc de la grande famille. Alors le NRO, c'est une des principales agences, on va dire, dans le top 5 des 16 ou 17 agences. Elle est tellement secrète que c'est elle qui reçoit le plus de budget avec le NSA. On parle actuellement de 8 à 12 billions de dollars par an. Edward Snowden a même indiqué que ça pouvait très bien même monter à 50 billions. Et donc, cet argent, en fait, une partie n'est même pas justifiée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, même un peu avant l'histoire du 11 septembre, hein, il y a eu quelques discussions concernant l'origine de cet argent et puis ce qu'ils en faisaient, parce qu'ils ont pour une partie de cet argent, ils n'ont même pas l'obligation de le justifier. Donc, c'est une organisation très, très secrète, très occulte, et puis très puissante. Je dirais, moi, que c'est une explication pour les budgets. D'accord. Il y a des gens qui parlent de 50 trillions manquants. Bah, ça s'accumule, hein. Par année. Voire plus. Par année. Cassidy parle d'un trou sans fin. Parce qu'en fait, ça, c'est les budgets officiels. Et il s'avère que tous les trafics qui sont en général organisés par les services secrets, quelque part, qui sont quand même les meilleurs placés, les mieux armés, qui connaissent tout le monde, qui ont tous les moyens. Tous ces trafics ramènent énormément d'argent, hein, que ce soit la drogue, les armes, le nucléaire, les renseignements économiques, le trafic d'organes, le trafic humain, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre encore. Les drogues. Oui, toutes les drogues, oui. Donc, tout ça ramène de l'argent qui n'est pas comptabilisé. Et c'est encore en plus. Je crois que le F-117 coûte énormément hein, déjà. Donc, quand ils en bâtissent plusieurs, ça monte assez facilement en milliards. Et le matériel spatial on peut sûrement rajouter des zéros à ça. Donc, on rappelle juste 1 billion, c'est 1 milliard, hein, c'est 10 puissance 9. Voilà. Donc, il faut que ce soit plus clair pour tout le monde.
Alors, Jean-Christophe, pour revenir sur le NRO, toi, à l'époque où tu travaillais au DARPA, est-ce que tu as eu est-ce que tu as eu des liens avec le NRO ou pas du tout? Ben moi, personnellement, physiquement, je n'ai pas eu de contact avec des personnes du NRO, mais nos projets, en particulier sur les UAVs, les petits avions, les avions sans pilote, c'est un projet qui dépend du NRO, en fait. Donc, en fait, le NRO finance le DARPA, et le DARPA qui a la force technologique pour développer ce type de projet, en fait. Mais tout à fait, le NRO est en fait en charge de tout ce qui est moyen de locomotion aérien et moyen de communication, moyen d'analyse, moyen de surveillance aérien, en fait. Donc, les UAVs font partie de ce concept, de ce projet donc, du NRO. D'accord. Donc au final, le DARPA serait juste la branche de recherche et développement du NRO pour pouvoir leur apporter le matériel nécessaire pour leurs propres activités. Il me semble me rappeler que la dernière fois, on avait conclu l'émission en disant que tout ce travail de recherche, il n'était pas forcément orienté pour aller espionner des petits E.T. dans le ciel, mais plutôt pour surveiller ce que la population humaine faisait et être capable de pouvoir la servir si besoin est. Tout à fait, tout à fait. Donc en fait là vous avez deux orientations, en fait, la vision vers la Terre et la vision vers l'espace. Donc la vision vers l'espace, c'est plutôt délégué à la NASA, et la surveillance de la Terre, c'est plutôt vers DARPA et NRO en grand fait. Donc, mais le NRO, ça peut être l'agence secrète qui reçoit le plus d'argent, hein, mais c'est aussi celle qui compte avec le moins d'employés. Il faut compter, je crois que c'est à peu près moins de 2000 personnes, moins de 2000 employés pour le NRO. Et quand vous voyez le NSA c'est à peu près 20 000 employés. Donc c'est très différent en fait. Les orientations qu'ils ont sont très différentes en fait. C'est une Donc, agence. ils ont la branche. C'est une agence secrète. Forcément, ils vont officiellement déclarer un petit nombre d'employés. Oui, mais tu vois, par exemple, le NSA, c'est une agence secrète, une des plus grandes, en fait, de toutes les agences, même au-dessus du FBI, CIA. Et ils ont quand même 20 000 personnes, hein. 20 000 employés, c'est énorme. Et puis, c'est une agence secrète aussi, officiellement. Ouais. Mais le NRO, en fait... le sigle du NRO, c'est quand même un octopus sur la Terre. Non. Le symbole du NRO, c'est donc en fait vous avez bon là je pourrais vous passer la présentation en fait, mais c'est la Terre on fait en forme de globe, et elle a un anneau autour du globe en fait, autour d'elle, et vous avez une petite boule rouge. Donc en fait ce dont tu parles maintenant, ce sont les patchs. Oui. Alors le NRO, c'est très connu pour ses différents patchs. Je ne sais pas combien ils en ont, mais je crois que ça doit tourner à peu près de 20 à 30 patchs. Donc oui. Chaque patch, il est créé pour chaque mission, chaque projet. En fait, vous allez avoir un nouveau patch. Et c'est très troublant parce qu'en fait, quand vous faites une recherche NRO patch, et vous allez avoir une quantité incroyable de patchs différents. Et puis l'Octopus, c'était la mission NROL 39. Je l'ai ici devant moi. Et puis c'est très troublant parce qu'en fait tous les patchs sont orientés vers l'occultisme, vers le satanisme. Je sais pas qui fait ça là, mais réellement c'est très troublant parce que il n'y a pas un seul patch qui sort de la ligne en fait. Vous avez des dragons, vous avez des dieux, vous avez aliens, vous avez ouais, le hibou qui est très très symbolisé, les trois serpents, le dragon, enfin
le triangle, la pyramide des Illuminati, Les hydres. Alien, donc le phénix aussi. Donc c'est très, si on peut même faire une analyse de tous ces patchs, et je crois que j'ai vu une vidéo comment il s'appelle, Marc Passio, c'est un grand occultiste, un nord-américain, très très intéressant, un ex-sataniste en fait. Et puis il explique, il a pendant une heure tous les patchs du NRO. Et puis bon là, il n'y a pas de doute, hein, c'est la personne qui fait ça. En fait, il travaille dans l'occultisme total. Pour moi, ça n'a rien de scientifique, ça n'a rien de spatial, c'est de l'occultisme complet en fait. Il semblerait que au-dessus de toutes ces agences, il y ait donc des familles Illuminati, et notamment celles qui sont orientées Illuminati noir, black, et qui travaillent dans l'occultisme et qu'on traite de magiciens noirs, hein, qui sont un peu de mèche avec le pape noir et donc les jésuites aussi, si ça se trouve. Ben oui, si on jusque ces théories, en effet, l'occultisme, vous avez cette fameuse pyramide, et puis vous avez le Concile des 300, et en fait, ils travaillent tous, comme Marc Passio explique, parce que c'est un ancien sataniste, hein, il était un prêtre d'une église satanique aux États-Unis. Il en est sorti, et puis il explique très clairement comment ça fonctionne, hein. Donc en fait, l'occultisme, c'est quoi? C'est occulter des choses, c'est cacher des choses pour pouvoir avoir un avantage quelconque, hein. Enfin bon, mais au-dessus de tout ça, c'est très clair, hein. Quand vous faites un patch pour une agence qui est au top des agences secrètes des États-Unis, on va même dire du monde entier, hein, et faire des patchs à connotation satanique, ça n'a pas tellement, pour moi, ça n'a pas tellement de sens dans le sens technique, dans l'environnement technique, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a rien de scientifique. Donc, mais un patch, d'un autre côté, ça représente très clairement l'objet de votre mission. Hein, quand vous avez, par exemple, les pilotes de chasse, les militaires, quand ils ont des patchs, hein, c'est très fort. Le patch représente exactement l'état d'esprit du groupe, l'état d'esprit du projet. Et quand vous avez des patchs qui représentent des aliens, qui font des menaces directes à la population en disant ne vous mêlez pas du NRO, vous avez l'octopus aussi, vous avez le alien, ils disent, il y a aussi un patch très intéressant, hein, et vous avez donc le lanceur qui va avoir une trajectoire au-dessus, donc de l'œil de la pyramide, hein, l'œil Illuminati, donc avec un message en latin qui dit à peu près ça, qui dit que on est même plus haut que le plus haut. Donc c'est très clair, je pense que qui est derrière toute cet occultisme, hein, ce sont des gens très très puissants, et puis vous avez la preuve, parce que faut pas chercher très loin cet argent, parce qu'on parle de milliards de dollars, milliards d'euros aussi, hein, ça doit bien aller par quelques endroits, quoi, hein. Donc pour moi, c'est du blanchiment d'argent, c'est repasser l'argent que le gouvernement reprend des impôts vers quelques entreprises privées, hein, comme Lockheed, comme les marchands d'armes, la NASA. Puis derrière tout ça, c'est vrai que vous avez peut-être le NRO avec 2-3 000 personnes, 2-3 000 employés, mais à part ça, vous avez des milliers, des dizaines de milliers de personnes, d'entreprises privées, qui vivent de ça, quoi, hein. Et des scientifiques, vous avez des 20, 30 000, 40 000, 50 000 scientifiques qui travaillent avec cet argent. Donc, c'est un peu, c'est compliqué à faire la connexion entre cet occultisme, cet argent qui n'est pas justifiable, et puis les projets qu'ils ont faits. Il faut acheter aussi les politiques de façon à ce que soit ils vous accordent les projets, soit ils camouflent les affaires, enfin, pour étouffer les affaires, pour arranger tout ça, pour payer la corruption.
Ouais. Et si l'argent manquant, ces budgets noirs manquants, par exemple, je crois qu'on en avait parlé dans la dernière émission, hein, de 96 à 2013, il y avait 8500 milliards de dollars passés à la trappe. C'était le budget manquant du Pentagone. On avait parlé aussi, je crois, justement lié au NRO, de la société faussement privée Iridium Next, satellite constellation, qui lance justement pour le NRO, je crois, les satellites dans l'espace. On a vu par exemple que les budgets manquants du Pentagone, quand on voit que juste avant le 11 septembre 2001, il y a eu une audition de Donald Rumsfeld, que vous connaissez bien, hein, on lui doit tout, la guerre en Irak, on lui doit aussi le 11 septembre indirectement avec Dick Cheney, on lui doit aussi les réacteurs nucléaires en Corée du Nord, c'est lui qui leur a vendu. On lui doit l'aspartame également, donc c'est un gentil monsieur, hein, Donald Rumsfeld. On lui doit pas mal de guerre en tout cas, et d'instruments, d'outils de guerre et de prédation. Lui a été auditionné donc le 11 janvier 2001 avec Robert Byrd, qui a brandi un rapport d'audit qui faisait mention de 2300 milliards de dollars de dépenses que le Pentagone ne parvenait pas à justifier sur l'année fiscale 99. 1999. On parle d'occultisme, retourner sur 1999 à l'envers. On a un beau 666. Et donc, comme par hasard, il y a eu le 11 septembre et il y a eu plein de milliards de dollars qui ont disparu avec cet événement. Donc, on peut voir que l'argent, c'est occulte. C'est de l'occultisme parce que l'argent, c'est eux qui le créent. En fait, c'est ça l'œil, c'est la magie noire, c'est de nous faire croire que tout passe par l'argent, alors que c'est eux qui le créent avec des lignes informatiques. Bientôt, il n'y aura plus de cash, de liquide, on le sait. Et en fait, tous ces milliards de dollars qui ont été récoltés, non pas seulement des impôts des contribuables, mais aussi comme on l'a dit, hein, trafic de drogue, prostitution, casino, la pègre, trafic d'armes, etc. Donc, tout ce qui est corruption, en fait, c'est significatif de notre consentement. Parce que quand on nous dit qu'il y a autant de budget, il y a des audits qui se passent, on nous fait avaler une énorme couleuvre avec ce 11 septembre qui a déclenché toute cette psychose de terrorisme et de terreur orchestrée depuis, hein, avec un ancien agent de la CIA, le fameux Tim Osman, Ben Laden. Et puis, on voit bien que tout ça, c'est de l'occultisme. En fait, on ne devrait même plus parler d'argent parce que c'est du pipeau, c'est du vent, en fait, cet argent. Est-ce que non, vous êtes d'accord ou pas? En tout cas, on est obligé de la rembourser, nous. Et donc, ça nous met une mainmise sur toute la population planétaire. Ça met le stress sur les États qui, après, vont dire on est obligé maintenant de se restreindre. Qui est quand même le chantage, c'est l'argent dette. Marc, oui. Je voulais aussi, en fait, je crois que tu as bien touché un point important concernant les budgets qui étaient perdus et lier ça avec l'attaque du 11 septembre. Je crois qu'ils en ont profité justement pour faire l'attaque sur le Pentagone pour la motivation pour faire cette attaque justement sur le Pentagone, c'était détruire la partie du Pentagone, la partie du bâtiment du Pentagone où justement ils avaient gardé ou ils gardent justement tous les documents de financement du Pentagone, etc. Donc c'était très ça leur convenait justement que cette partie du bâtiment soit détruite. Hein. Et comme tu rappelais, hein, c'est très troublant. Hein. Mais c'est des choses qui, si on n'y prend pas garde, on pourrait très très facilement être manipulé par les médias et puis penser que réellement c'est notre ami Ben Laden qui a fait le coup. Mais en fait, il me semble qu'il y avait aussi au deuxième et troisième étage de l'immeuble 7, la troisième tour qui s'était fondée l'après-midi, dont la BBC annonçait la chute 20 minutes auparavant d'ailleurs, qu'elle se déroule réellement. Image à l'appui derrière la speakerine. Hein. Elle dit, vous voyez, l'immeuble s'est effondré, et non, on voit l'immeuble. Et on sait après qu'ils ont dit pull it down, ce qui signifie dans le jargon des démolisseurs, foutez-moi ça en l'air. Et on sait aussi qu'a priori, c'était non seulement préparé auparavant avec des charges qui ont aidé à la chose, mais pour arriver à une réduction en poussière aussi fine, je subodore que le DARPA est au courant de cette arme, soi-disant à énergie dirigée, qui serait dans une manipulation des champs de torsion, et qui ont réussi à pulvériser
le bâtiment en entier, quel que soit le matériau. C'est-à-dire qu'une barre de fer, normalement, il reste des bouts de barre de fer, quoi. Tandis que là, non, il ne restait rien du tout, à part quelques endroits où ça a fondu, et où c'est resté fondu d'ailleurs pendant 3 semaines ou plus. Les cendres étaient froides, n'étaient même pas chaudes. Et en plus, il y a eu un ouragan dans la baie d'Hudson le matin même, pour utiliser effectivement cette énergie à technologie dirigée. Cette technologie, elle a été expliquée et testée par Tesla. Et donc, la technologie qu'il avait établie pour justement... donc, il avait fait un test à New York, parce qu'il avait, pendant tout un temps, il avait fait ces tests-là à Manhattan. Et donc, il a utilisé cette technologie pour faire un test grandeur nature. Et il a dû interrompre le test, parce qu'en fait, c'est une technologie magnéto-vibratoire. Donc, en fait, une induction magnétique qui va provoquer une vibration, une harmonisation donc harmonique du matériel, hein, des matériaux et sa décomposition en fait. Donc là, en fait, très clairement, pour moi, la destruction des bâtiments, c'est une conjonction de deux choses en fait. Hein. Donc cette technologie, hein, et aussi donc la technologie qu'ils utilisent pour la destruction des bâtiments, donc avec des explosifs et des matériaux pour pouvoir endommager et fragiliser la structure du bâtiment en fait. Hein. Mais Tesla, il a démontré très clairement que c'était tout à fait possible et très rapide pour pouvoir détruire un bâtiment sans une seule explosion en fait. Alors, est-ce que tu es au courant de l'article de Preston James dans Veterans Today, le 6 août 2017, qui parlait justement de ces projets secrets utilisant des armes à haute technologie extraterrestre, de fréquences électromagnétiques qui est utilisée. Il décrit jusqu'où on en est arrivé, enfin, selon lui. Hein. Et le DARPA est cité dedans, effectivement. Bon, donc cette technologie, je ne sais pas si elle vient réellement d'une origine extraterrestre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair que comme on travaille pas mal le magnétisme, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir une petite aide des extraterrestres pour arriver à ce type de choses. Le HARP, justement, utilise le même concept, le même principe, hein, mais pour le engineering, donc on connaît déjà très bien maintenant. Mais c'est très je ne sais pas si vous avez, par exemple, entendu parler de cette théorie, par exemple au Pérou, avec les pierres qui sont taillées très très finement, avec précision, etc. Donc pour moi, c'est aussi cette technologie vibratoire qui est utilisée pour pouvoir faire des coupes très précises et très rapides, n'importe quel type de matériel, que ça soit de la pierre ou du métal. Alors, les extraterrestres, ils interviennent assez souvent, mais pas directement. En fait, Tesla était en contact avec eux et a résolu beaucoup de problèmes physiques et autres dans un semi-sommeil ou pendant la nuit, ou enfin une sorte de channeling avec des entités extérieures. Il a d'ailleurs dit, j'ai eu de l'aide d'extérieur. Les Allemands avaient dit ça aussi, nous avons eu de l'aide d'ailleurs. Mais ça dépend. Par exemple, si tu vois notre ami John Dee, un scientifique des années, je crois que c'était 1600, 1700, hein, en Angleterre, qui était un grand conseiller avec la reine d'Angleterre. Et en fait, lui, il a expliqué très clairement comment il faisait, quoi. Hein. Il se communiquait avec des entités qui, voilà. Donc pour moi, les grands scientifiques sont passés par là. Donc ils ont l'inspiration, ils l'ont trouvé d'un endroit. Hein. Moi, je pense que cette communication, c'est la clé de voûte de tout ce qui est actuellement en technologie et tout ce qui va venir dans le futur. Par exemple, le CERN, le D-Wave. Le D-Wave, c'est justement un instrument, c'est un appareil téléphonique pour pouvoir se communiquer avec des entités qui se trouvent dans d'autres dimensions, en fait. Hein.
Donc, il y a une relation entre la 5G Je sais pas ce que vous en pensez. et le D-Wave? Non, pour moi, il n'y en a pas, non. La D-Wave, le 5G, c'est une. Plutôt laïque. Ce sont les fréquences magnétiques qui sont exploitées à son maximum pour pouvoir utiliser ce qui s'appelle l'ester. L'ester, c'est l'ambiance de l'air pour pouvoir utiliser comme un frame, un cadre de transport d'électricité, d'énergie, de magnétisme pour pouvoir la communication, pour pouvoir utiliser dans la communication, le téléphone portable, tout ça, mais aussi justement voilà l'éther en fait. Mais aussi pour pouvoir contrôler le mental des personnes, quoi. Si on revient juste 2 minutes sur le système HARP, donc on l'a un petit peu abordé dans ce que tu viens de dire. Pour vous, HARP, il est dirigé par qui? Par quel organisme? Est-ce que c'est le DARPA, le NRO ou encore autre chose? C'est pas le DARPA, c'est pas le NRO. C'est une agence qui est en relation avec la météorologie, la climatologie et en partie avec la NASA. Oui, parce que là, ce que tu viens de décrire, Jean-Christophe, c'est on va dire l'utilité officielle et publique de HARP. Maintenant, ce qu'on en sait, c'est que ça peut aussi servir à peut-être créer des séismes, à peut-être détraquer le temps au-dessus de certains pays, mais aussi peut-être à faire de la manipulation de masse. Et là, on viendrait plus dans l'utilité qu'en aurait le NRO. Moi, en fait, ce qui me trouble le plus, la première question qui me vient avec le HARP, c'est comme pas mal de projets, comment on en est arrivé d'un stade expérimental à un stade effectif de travail, en fait. Donc, c'est vrai que le HARP, il est là, on ne sait pas trop ce qu'il fait, on n'a pas vraiment de motif d'utiliser. En fait, personne ne leur a demandé de modifier les climats. Et donc, personne non plus... je crois qu'on est d'accord, personne censée, saine, ne va en aucun cas utiliser un outil pour pouvoir provoquer des cataclysmes. Donc, de nouveau, en fait, c'est à quoi ça sert ce HARP? Mais il n'y a aucune personne saine qui gère en ce moment les gouvernements secrets. Bah oui. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. On ne peut pas justifier, dire oh, ça n'existe pas parce que ce n'est pas humain de le faire. Après, moi, je suis d'avis qu'ils ne sont partiellement plus humains, ces gens-là. Ils n'ont pas d'empathie, enfin, ils travaillent qu'à l'économie, au gain, à la victoire. Moi j'aimerais revenir donc sur vraiment refocaliser la discussion sur le NRO et savoir ce que officiellement on sait sur cet organisme-là, c'est-à-dire qu'est-ce que le Congrès américain sait, parce que visiblement il fait rien pour contrer cet organisme. Même dans le cinéma d'ailleurs, si on s'intéresse à Hollywood, on a plein de films d'espionnage où on va voir apparaître la NSA et puis d'autres branches du gouvernement, mais le NRO, on n'en entend jamais parler. On n'a jamais parlé ni du DARPA dans les films d'Hollywood, ni du NRO, ni du MJ12. Le DARPA dans Universal Soldier, oui, c'est les super soldats, c'est les nanos, c'est la cryogénisation, le rajeunissement, le contrôle de la vie, si on peut dire, quelque part. Et peut-être même, si je ne me trompe pas de film, le voyage dans le temps, est-ce que Time Cop, avec JCVD, je crois, fait partie de la série des super soldats, des Universal Soldier. Il ne faut pas oublier que Hollywood, c'est l'intelligentsia des services de renseignement derrière américains, et qui sont tous au service, en fait, avec ces grosses productions de super-héros, du transhumanisme à gogo, de l'intelligence artificielle, toujours les Marvel, les comics qui sont mis. D'ailleurs, le film de Luc Besson, c'est ça, le dernier, là, Valériane. Et c'est le plus gros budget de film français de science-fiction, 200 millions de dollars, c'est ça. Et pourquoi pour encore servir
un agenda plutôt satanique, luciférien, comme dans Lucie d'ailleurs. C'est toujours la même chose. C'est au service d'Hollywood. Et c'est Hollywood qui gère ce qui est dit dans les films. Donc on fait des révélations, on les transforme et on obtient le consentement en révélant aux gens ce qui se passe vraiment, quoi. C'est de la predictive programming. Oui, aussi. Juste pour revenir sur ta question, Antoine. Donc en fait, quelle est la relation entre le gouvernement nord-américain et les agences secrètes? En fait, les agences secrètes, on les appelle les agences secrètes, mais en réalité, ça serait plutôt les agences d'intelligence. Donc, en fait, leur travail, ce travail est à considérer sur différents étages. Tu as donc le travail de renseignement, qui est en fait l'intelligence pure et dure, en fait. C'est par exemple le Nero qui va avoir son œil. C'est pour ça que c'est très très souvent représenté sur les patchs. L'œil dans le triangle qui va être au-dessus donc de la Terre. Et puis ça veut dire quoi? Ça va être l'intelligence, ça va être la surveillance du gouvernement sur les activités, toutes les activités qu'il y a sur le globe ou la planète. Et donc ces activités vues, dans le cas du NRO, ces activités vues du ciel. Ça peut être de l'espace, ça peut être du ciel. Donc ça va être l'activité principale du NRO. Une partie en fait aussi adjacente du NRO, des activités du NRO, ce sont aussi toutes les activités liées à les budgets donc liés à cet outillage, que ce soit les satellites, les avions de reconnaissance et les UAVs. Tout ça vient en fait dans le même package. Donc ça c'est le NRO. C'est la surveillance, l'intelligence, et c'est très très secret puisque justement ils utilisent donc des outils très très performants pour pouvoir effectuer ce travail, que ce soit des satellites, que ce soit des avions de reconnaissance, des UAVs, tout ça est englobé dans ce groupe. Tout ça fait partie donc de l'ensemble de la défense du gouvernement des États-Unis. Dans cette organisation de la défense, donc département de la défense, vous avez le NRO, vous avez le NSA. Le NSA, c'est aussi une branche très importante qui va s'occuper plus donc de tout ce qui est renseignement maintenant dans les technologies modernes de communication, que ce soit les téléphones, que ce soit l'Internet, que ce soit les ordinateurs, tout ça. Vous avez donc le département dans le département de la défense, vous avez aussi donc les militaires qui sont la branche active, qui utilisent tous les outillages, qui utilisent tous les outils qui sont mis à leur disposition, que ce soit par le DARPA, que ce soit par les sous-traitants, par le NRO aussi. Et puis vous avez la NASA, comme j'ai expliqué aussi antérieurement. La NASA, en fait, officiellement, la NASA, c'est quoi? C'est l'œil du triangle qui va regarder vers l'espace. Donc la NASA n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe au niveau de notre planète, puisque c'est le but de la NASA, c'est justement se focaliser sur les activités spatiales. Ah, je pensais que la NASA, c'était la couverture civile pour expliquer tous leurs travaux cosmiques aussi. C'est-à-dire que c'est la NASA qui s'occupait de nous montrer les images de la Lune qui ont été tournées en Angleterre et ailleurs. Ben, bon, je crois qu'ici, il y a deux écoles. Il y a ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas. C'est très difficile à conceptualiser tout ça. Pour moi, c'est difficile de conceptualiser qu'il existe un espace, l'espace, avec le vide. Et puis, il y a d'autres personnes qui conceptualisent seulement cet espace. Donc la NASA elle fait son travail. Elle fait son travail comme Hollywood fait un travail aussi, si tu veux.
hein. Donc c'est un travail de communication, c'est un travail où tu as beaucoup d'acteurs, où tu as beaucoup de scientifiques, hein. Et il y a beaucoup de brevets qui passent par là. Puis ben, c'est une industrie, la NASA, hein. C'est pas seulement un petit hangar là à Houston. Non. C'est une industrie très, très grande, très lourde, avec des milliers de, de scientifiques, de sous-traitants, et puis des brevets. Très compartimentalisé. Ouais, mais ils sont quand même. Tu vois, ça n'empêche pas une partie de la NASA de s'occuper vraiment du spatial, tandis que l'autre va faire une interface avec le public. C'est un appel de fonds, en fait, c'est la publicité pour justifier l'appel des budgets. Oui, mais tu dois aussi savoir que la NASA, hein, tout comme la NRO a des relations avec les autres agences et avec d'autres agences, d'autres entreprises, la NASA aussi, elle a beaucoup de relations avec les autres agences spatiales internationales, ça soit aussi la France, le Japon, la Russie, et ils travaillent tous hein, main dans la main, on va dire. Main dans la main, parce qu'en fait, ça les intéresse d'avoir le même message. Alors, est-ce que tu connais la NGA? Parce que moi, je ne connaissais pas. La NGA, c'est une agence d'espionnage comme la NSA ou la CIA. Cependant, elle était complètement inconnue du grand public. C'est une agence d'espionnage américaine top secrète. Voilà, c'est la National Geospatial Intelligence Agency, qui est une agence surpuissante, inconnue de tout le monde, et même de Barack Obama quand il était président, même au bout de 5 mois d'investiture, il ignorait qu'elle existait. Tu vois, c'est quand même très fort. Et donc, c'est une agence importante. Elle est méconnue, mais contrairement à la NSA ou la CIA, elle est pourtant le 3e bâtiment le plus important de Washington, quand même. Tu vois, un bâtiment plus grand que le siège de la CIA ou du Capitole. Alors, c'est à 25 km au sud de Washington, sur une base militaire lourdement protégée. Elle a été achevée en 2011 pour 1,4 milliard de dollars. C'est une agence qui prospère, tu vois. Mais tu te demandes quelle est sa fonction. En fait, la NGA, elle analyse les milliards d'images et de vidéos prises par des drones surpuissants au Moyen-Orient ou par des satellites espions partout dans le monde. Donc voilà, tournée vers le monde et non sur le sol américain. Donc celle-là, c'est de l'espionnage à l'étranger, en fait. Voilà, tu vois. Et il y a beaucoup. Je suis sûr qu'il y a d'autres agences que l'on ne connaît pas et qui existent et qui sont ultra secrètes. Maintenant, quand on parle d'étrangers, je crois qu'à ces niveaux-là, l'idée de nation est devenue irrelevante. Je ne sais pas si ça existe en français, ce mot-là. C'est-à-dire, n'existe plus l'idée de nation. L'OTAN, on a beaucoup de mal à en sortir parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de frontières. On est un petit peu. Il y a une union terrestre quelque part, peut-être en mettant de côté la Chine, l'Inde, la Russie, je ne suis pas vraiment sûr, mais il n'y a plus de frontières. D'ailleurs, j'avais lu des histoires qui traitaient de mariage entre un gars de l'armée anglaise avec une portugaise et le gars des services spéciaux anglais était en relation avec les services spéciaux portugais. Tout ça était fortement teinté d'occultisme d'ailleurs. Le dit occultisme sert aussi beaucoup dans les travaux psy dont s'occupent les super soldats. Les 10 super soldats ne sont pas forcément des Hulk, hein. Ça peut être des filles, des garçons de stature tout à fait chétive, mais dont on te sert des capacités psychiques pour faire soit du remote view, soit du remote influencing, c'est-à-dire de l'influence à distance, soit énormément d'autres choses, je suppose. Et voilà, il s'avère que ces gens-là, en général, sont quand même implantés avec des puces spécialisées, pas uniquement celles qu'on trouve dans les chemtrails ou dans les vaccins, et qui boostent leurs capacités. Alors, là, on rentre totalement dans le DARPA. Hein. Ouais, c'est ça. Le DARPA, en fait, il a des activités aussi de surveillance, des activités technologiques qui sous-traitent, par exemple, avec des concepts, des projets avec le NRO. Et il a aussi quelques tâches particulières, hein, très spécifiques, et je pense qu'on en a parlé. Ce sont des activités de recherche sur le transhumanisme
Donc vous avez peut-être des entreprises privées qui font des recherches similaires, mais le DARPA, c'est vraiment l'entreprise, le groupe qui a le plus de budget pour ces activités-là, et puis qui a les débouchés. Hein, parce que tout compte fait, le transhumanisme, ça peut être, et c'est surtout utilisé pour faire des super militaires, des super soldats. Et donc augmenter les capacités physiques du militaire, augmenter ses capacités de résistance aux blessures, aux impacts, tout ça. Et tu parles de nanotechnologie impliquée. Pas seulement ça, mais aussi par exemple des prothèses auditives, des prothèses visuelles. L'exosquelette. Voilà, donc voilà, l'exosquelette. Et puis il n'y a pas très longtemps, j'ai vu justement, parce que c'est intéressant, leur page, en fait, ce sont des entreprises, des groupes occultes, mais ils montrent pas mal de choses, hein, tout compte fait. Mais sur leur page, il y a une actualisation intéressante de leur dernier projet. Un de leurs derniers projets, c'était justement un projet pour les vétérans, en fait, les vétérans donc du Golfe. Et puis ils ont en fait lancé un bras robotisé. Mais super robotisé, super fonctionnel, avec un mouvement très naturel, très humain, du bras et de la main, en fait. Donc, je crois qu'ils arrivent toujours à essayer de nous vendre ça pour aider les blessés et les handicapés, mais en fait, s'ils avaient vraiment envie d'éviter des blessés et des handicapés, ils éviteraient de créer des guerres. Je crains qu'en fait, c'est juste créer des robots et d'autres genres de simili-humains pour continuer à se battre en étant plus en sécurité derrière un bureau et faire une sorte d'avatar. Regardez comment on peut réparer la chair à canon et éventuellement, dans 10-20 ans, quand ça sera rentable pour nous, on vous l'offrira au grand public et ça sera remboursé par vos assurances hyper chères. Donc, assurance. Marc, justement, en parlant de chair à canon, je voulais te parler d'un projet qu'ils ont. C'est pas un projet tout neuf, c'est un projet qui date de 2009, mais encore d'actualité, puisqu'on en parle encore, j'en ai encore entendu parler ces derniers mois. C'est le projet ITER, E-A-T-R, ITER, comme eater, comme en anglais, qui veut dire manger. Donc c'est un robot totalement autonome. Je ne sais pas si on en avait parlé la fois dernière, mais c'est un projet de la DARPA. Littéralement, c'est un robot qui mange la chair humaine, la chair humaine, les animaux, des plantes, pour pouvoir créer sa propre source d'énergie. Donc ça, c'est le projet ITER. Et je crois qu'il est complet, en fait. Donc, en fait, quand on n'entend plus rien, on prend ces petits robots et ils nous bouffent la chair humaine. Ouais. Ben oui, mais en fait, je ne sais pas si on a trop le temps, parce qu'en fait, ils sont même équipés donc de comment ça s'appelle ce truc-là, de couteaux, de pinces, de trucs les plus horribles. Je crois que même dans les films d'horreur, ils vont même pas s'y mettre. C'est horrible. À ce propos-là, mais c'est pas vraiment un grand rapport, quand il y avait eu le problème dans le golfe du Mexique, le Corexit, en fait, est un camouflage pour une bactérie qui se nourrit du carbone du pétrole, et il s'avère que maintenant la faune du golfe est attaquée parce que le carbone, c'est aussi la base de notre chair, enfin de la chair en général. Et donc, cette bactérie attaque aussi toute viande qui passerait à sa proximité. Ils sont mal barrés, là. Hein. Oui, là-bas, pas bien fort. Ouais. Fukushima ou Fukushima. Non, mais ça, c'est de l'autre côté. C'est le golfe du Mexique. Ouais, mais... C'est BP Oil Disaster, là. Ouais. C'est de l'autre côté? Oui, parce qu'en fait, Fukushima, ce sera plutôt sur la côte ouest. Tandis que là, on est sur la côte sud, si tu vois, la Floride et puis le Mexique, quoi. Ok. Alors, Jean-Christophe, du coup, pour continuer sur ce que tu disais, finalement, cette agence-là, elle est vraiment complètement méconnue
du peuple américain. C'est d'ailleurs pour ça, donc du coup, on n'en a pas trace dans les séries TV ou aux films hollywoodiens. Et il n'y a que dans la globosphère complotiste où finalement on en entend parler. Bah, c'est très clair. Le NRO nous a passé un message très clair. Et le message, c'est vous mêlez pas du NRO. Et je crois qu'ils ont fait ça très très publiquement avec un de leurs patchs, avec un message en latin et puis un message relativement occulte, mais relativement très clair. Donc le NRO, peu de personnes. Donc c'est très clair, c'est l'indice, donc c'est la preuve d'une agence ultra secrète, beaucoup d'argent, peu de personnes et des fonds qui viennent d'un gouvernement et des fonds qui ne doivent même pas être justifiés. Donc on avait parlé de la partie du Pentagone qui avait été détruite lors de l'attaque du 11 septembre. Justement, c'était la partie du Pentagone, la partie de la construction où ils avaient tous les relevés des budgets, etc., etc. Donc c'était très ça les arrangeait en fait d'avoir cette partie du Pentagone détruite, puisque à l'époque ils faisaient l'enquête sur les milliards de dollars qui avaient été qui avaient disparu ou qui avaient été utilisés, voilà. Donc c'est une agence, c'est la super agence, c'est l'agence qui vous surveille, mais vous n'avez pas l'opportunité de la surveiller en fait, hein, parce que ils sont au-dessus de vous en fait. Hein. Ils sont au-dessus de tout, ouais. Alors Marc, selon toi, est-ce qu'il y aurait un équivalent à la NRO dans les autres pays, les autres gros gouvernements mondiaux, tels que la Russie, la Chine? Oui, forcément, je ne les connais pas. En France, on a notre MJ12 à nous. Je ne vais pas le citer parce que on n'a pas de preuves qui sont aussi performants que le MJ12. C'est la Sporade, dont j'ai déjà parlé avant. On a évidemment la DGSE, on a les antennes de la NSA au plateau d'Albion. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est la NSA à qui on rendait compte. On n'est même pas au même niveau de... Non, mais on a des sociétés comme Thales qui contribuent à fabriquer des satellites très performants, d'où la visite en 2013 d'un témoignage d'un OVNI au-dessus de l'usine de Thales. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non. Non, mais moi, je pense qu'il y a plus de nations. Le NRO, il doit couvrir un petit peu la moitié de la planète facilement. En France, après la recherche que je viens de faire maintenant, vous avez le SAT-CEN. Donc, c'est l'agence des satellites pour la sécurité du territoire. Le SAT-CEN. Ça fait partie du CNES. Ah oui, c'est le CNES. Oui, bien sûr. La sécurité de l'Europe, celle de ses ressortissants ou de ses frontières. Donc, le CNES travaille pour l'Europe. Voilà. Ouais, déjà, voilà. Et l'Europe travaille pour Washington. Donc comme ça, pour l'OTAN, voilà, boum. Par contre, il y a une agence que on n'a pas citée, qui était complètement une agence d'espionnage qui s'appelle, comme la NSA ou la CIA, qui est complètement inconnue du grand public jusqu'à début 2017. La NGA, c'est la National Geospatial Intelligence Agency. C'est une agence super puissante, surpuissante. Même Barack Obama, au bout de 5 mois de présidence d'investiture, ignorait l'existence de cette agence. On ne va pas mettre au courant un gars qui reste là que pour 4 ans, et puis après, dans l'opposition, ou vous passez à l'ennemi, ou qui sait. Ouais, alors c'est à 25 km au sud de Washington. C'est le 3e bâtiment plus important de Washington, plus grand que le siège de la CIA ou du Capitole, hein, quand même. Donc 4 terrains de football, c'est le bâtiment principal qui a été achevé en 2011 pour la modique somme de 1,4 milliard de dollars. Donc ça, c'est quand même une agence qui prospère.
Et en 2016, elle a investi 1,75 million de dollars dans 40 hectares à Saint-Louis pour construire un autre bâtiment supplémentaire. Ils ont déjà 3000 employés en ville. Et donc, sa fonction, c'est d'analyser les milliards d'images et de vidéos prises par des drones au Moyen-Orient ou par des satellites espions partout à travers le monde. Donc voilà, des caméras pour l'instant tournées vers le monde et non sur le sol américain comme le DARPA et la NSA. Marc, ce qui est en superficie de tous ces bâtiments, là, c'est 3 fois rien par rapport à ce qu'il y a dans le sous-sol. Et effectivement, comme la base de Palm. Ça me paraît très très peu, en fait. C'est 1,4 milliard par niveau. Oui, sûrement. Oui, Denver, Dulce, etc. Donc là, ce serait la NGA, ce serait quoi? Ce serait là aussi une branche de la NRO. Elle fournirait toutes les datas à la NRO? C'est indépendant? Non, le NGA, c'est l'œil tourné vers l'espace. Comme la NASA, pardon. C'est comme la NASA, mais c'est la partie secrète, en fait. C'est la partie secrète de la NASA. Donc, en fait, pour rappeler je vais essayer de nouveau d'expliquer un peu plus comment fonctionne la NASA. La NASA, c'est une entreprise de lancement, en fait. Elle fait quoi? Elle construit des satellites, elle construit des satellites qui ont les caractéristiques qu'on lui demande d'avoir, et puis elle les lance. Elle les lance dans l'espace. Et puis ces satellites, ils vont avoir une fonction de surveillance du territoire, en fait, de la planète, ou ils vont avoir donc les capteurs tournés vers l'espace. Donc le NRO, c'est sur la surveillance territoriale, donc de la planète Terre, et puis le NGA, c'est tourné vers l'espace. Donc c'est l'agence d'intelligence géospatiale. Donc c'est la position de la planète Terre en rapport avec les autres planètes, en fait. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Ce qui est expliqué, c'est que c'est l'espionnage aussi des autres pays, avec les satellites espions, etc. Donc c'est des drones surpuissants au Moyen-Orient et sur tous les terrains de guerre qui sont créés eux-mêmes, ces images et vidéos sont retransmises, donc j'imagine, à cette agence. C'est pas la police des frontières pour les IT? Ah, ça c'est peut-être le prétexte, je n'en sais rien, mais en tout cas, des frontières, là, c'est parce que justement, Saddam Hussein aurait aimé laisser rentrer par ses portails des Anunnaki, et que les services des SSP, du programme spatial secret, ne voulaient pas voir entrer dans notre sphère terrienne. Et donc, peut-être que là, le NGA a dit alerte, alerte. Ma police des frontières anti-City ne va pas pouvoir être efficace avec les portails. Il faudrait qu'on intervienne assez rapidement sur le terrain. Enfin, c'est une hypothèse. Hein. Donc Marc, je crois que en fait là, je me suis trompé. Je suis en train de regarder un peu comment est cette page, le NGA. En fait, c'est l'interface entre le NRO et les militaires, en fait. Comme tu disais, donc en fait, ce sont eux qui interprètent les images, les données satellites ou des avions de surveillance, les drones, pour pouvoir passer ces informations aux militaires qui en ont besoin ou pas. Il y a bien un lien entre le NRO et le NGA. Voilà. Donc ils utilisent les outils mis à disposition par le NRO, en fait. D'accord. Alors, pour en revenir un petit peu à l'ufologie, si on suppose qu'il y a une communication entre des entités extraterrestres et des gouvernements secrets, selon vous, par quelle agence secrète est-ce qu'il passe? Est-ce qu'il y a une agence qui se charge de ça? D'après les informateurs et informateurs des projets de programme spatial secret, dedans, il faut aussi discerner de la vraie information. Effectivement, l'agence, le projet Solar Warden, décrit par Reagan dans ses mémoires d'ailleurs, aussi, il décrivait une navette avec des officiers navigant de plus de 200, je crois, ou 300 dans une navette dans les années, 400, je ne sais pas, dans les années 80, je crois. Ouais. Et donc, Solar Warden, c'est l'US Air Force Space Command,
donc le commandement de l'espace de l'US Air Force, qui est responsable des opérations militaires dans l'espace de 1985 à 2002. C'était le Space Command qui a été… Gary McKinnon. Oui, Gary McKinnon. Oui. Qui avait trouvé des listes de personnel non navigant et de bâtiments non répertoriés dans la Navy ou ailleurs. Voilà. Alors, Randy Kramer, que j'avais interviewé, qui est un soldat donc, qui représente, d'après lui, j'ai encore écouté une interview il y a quelques semaines, il est passé sur une radio britannique avec Howard Hughes, c'est un homonyme, hein, c'est pas le vrai Howard Hughes, qui est une très bonne émission, qui s'appelle The Unexplained. Lui est le représentant, le porte-parole, mais pas autant que Corey Goode pour Solar Warden. C'est deux agences qui se partagent la surveillance du système solaire. Alors, effectivement, pourquoi nous dire ça? Et en plus, il avoue, lui, travailler donc pour l'autre agence qui fait la police dans le système solaire, qui s'appelle Radiant Guardian, donc le gardien radiant. Donc voilà, il y en aurait une troisième, donc lui, il fait aussi partie de la force de défense de la Terre, Earth Defense Force, donc EDF, alors c'est pas le même EDF que chez nous, hein. Et donc ce sont des flottes. En fait, on voit bien que tout ça, ce sont des flottes avec des ports, et c'est la Navy qui commande aussi ces programmes. Donc c'est quand même extraordinaire. Là, on voit, on a affaire à une flotte nautique dans l'espace. D'après la Navy secrète. La Navy secrète. Il y a des officiels de la Navy qui s'inquiètent de toutes ces révélations qui sont faites aux États-Unis ou celles que l'on fait maintenant nous, et qui se demandent si c'est vraiment vrai qu'en fait, ils ne sont pas du tout en haut de la hiérarchie. Oui. Et qui auraient donc tout ce côté spatial, cosmique, interstellaire, officiel ou officieux. Effectivement, alors il y a la Navy à San Diego, alors Navy Information Operations Command à San Diego, il y a United States 10th Fleet, la 10e flotte des États-Unis, il y a US Fleet Cyber Command, alors le commandement cybernétique ou donc de la flotte US. Alors il y a plein de logos, hein, il y a des emblèmes aussi qui ont été exposés. Donc et tout ça. Alors, ce qui me paraît quand même très louche, c'est que les militaires, on va nous vendre la divulgation de la part des mêmes sources qui se sont efforcés, qui ont dépensé une énergie folle et qui ont même été jusqu'au meurtre, hein, pas seulement la rétention d'informations et le programme de contrôle mental pour nier l'existence de la présence d'êtres extradimensionnels pendant des années. Et on va faire confiance aux mêmes sources parce qu'ils nous disent, voilà, on a un porte-parole de telle flotte spatiale secrète qui est autorisé à parler par un commandement militaire et un autre qui est autorisé à parler par l'autre commandement militaire qui gère et il n'y a aucune source militaire qui va aller tenter de les arrêter ou de leur faire un procès ou de les inculper en cour martiale. Vous voyez ? Donc, là, on a les mêmes sources qui nous disent à la fois qui nient la divulgation et la présence extraterrestre et les mêmes sources, même s'ils disent le contraire, oui, on est la 5e colonne des White Hats, les chapeaux blancs, etc. Je n'y crois pas un seul instant. Parce que, comme je dis toujours, c'est comme les mafieux et les francs-maçons. Quand on a fait partie d'agences militaires secrètes et qu'on est passé, il l'avoue même, hein, par des programmes de contrôle mental, on n'est jamais sûr à 100%, même si on est convaincu de dire la vérité. Et en plus, quand on parle de Corey Goode, c'est de la vérité, c'est de la divulgation monnayée, hein, c'est-à-dire qu'on est obligé de payer pour avoir la divulgation d'après. Pam, tu l'as suivi, toi, par exemple. Qu'est-ce que tu nous as fait quelques observations pertinentes dernièrement. J'ai des problèmes avec Corey Goode. En fait, il s'est avéré que quand il a commencé sa divulgation personnelle sur le projet Avalon, il s'est adressé à Bill Ryan, qui est un collègue de Kerry Cassidy du projet Camelot, et il a commencé à lui parler de son histoire. En fait, il était en plein PTSD, c'est un traumatisme post-traumatique, enfin un syndrome de traumatisme post-traumatique. Et donc, ça n'allait pas très fort. Son histoire était très décousue, et au fur et à mesure des mois, il s'est avéré qu'elle s'est enrichie. Elle s'est notamment enrichie de tout le travail qui avait été promu auparavant par Michael Relf et Stephanie Relf, sa femme,
qui ont écrit Mars Record, et aussi tous les travaux de Randy Cramer, du capitaine Kay, ça doit être Randy Cramer d'ailleurs, je crois, le capitaine Kay, mais aussi de Mark Richard, qui est en tôle et qui a suivi quelques interviews avec Eric Cassidy, 5 ou 6, qui s'est servi de noms de renom, comme celui de Linda Moulton Howe, pour promouvoir ses conférences, alors qu'elle n'en faisait pas du tout partie, et que même si elle s'en défendait, il gardait son nom à l'affiche. En fait, je trouve qu'il y a tout un côté qui ne va pas du tout. En ce moment, il est promu comme étant plus ou moins, finalement, un chef de file de la divulgation, mais aussi un éducateur de la nouvelle jeunesse au monde spatial, au monde cosmique, mais nous, on y discerne un petit peu une secte, avec notamment énormément de produits dérivés, des t-shirts, des jeux vidéo, enfin, tout un système de récupération d'argent et de détournement de l'attention des gens, qui risquerait à la fin, s'il s'avérait vraiment qu'on ait raison et qu'il ait tort, lui, que nous-mêmes, que tout le monde puisse jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire jeter vraiment les programmes spatiaux secrets, le DARPA, les nanotechnologies, les super soldats, le voyage temporel, le rajeunissement à la poubelle, parce que monsieur est arrivé et comme c'est fréquent notamment, si quelqu'un dit la vérité, ils vont tout de suite essayer de balancer quelqu'un d'autre qui va dire la même chose, mais dont on va prouver très rapidement la fausseté. Donc, ça va dénigrer en même temps le premier qui disait la vérité. Et donc d'une pierre deux coups, voilà, dans la programmation. Avec l'argent qu'on a fait pendant ce temps-là. Oui, voilà, exactement. Ça me rappelle un petit peu les fameux films où il y avait Rumsfeld, je crois, et Dick Cheney dedans, et des astronautes, où ils disaient qu'ils n'étaient jamais allés sur la Lune eux-mêmes. Hein. Je ne parle pas de Astronauts Gone Wild de Bart Sibrel, je vais en parler juste après 30 secondes, mais un autre, où à la fin, d'ailleurs je crois que ça avait été diffusé sur Arte à l'époque, à la fin, c'est une énorme farce en fait. Voilà. C'est une énorme farce, on est bien allé sur la Lune, etc. Tu vois, comment dire, la psychologie inversée, quoi. Je noterai aussi ce fameux film de Bart Sibrel, où Bart est allé interviewer et essayer de jurer sur la Bible, prêter serment sur la Bible de chaque astronaute des missions Apollo qui sont bien allés sur la Lune. Donc il a été voir Armstrong, il a été voir Buzz Aldrin, il s'est pris une droite à la caméra, il a été voir Edgar Mitchell qui l'a viré de chez lui à coup de pied au derrière, avec son fils qui après, dehors, on entend bien de la voiture où c'est filmé, papa, est-ce que tu veux que j'appelle la CIA pour buter ? Bon, Edgar a dit non, et puis d'autres astronautes, etc., dont je ne me rappelle plus, John Glenn peut-être. Et bref, moi je ne le considère pas comme le même type de film que La Mascarade qui a été faite avec l'autre film pour dire à la fin on vous a raconté des conneries, on est vraiment allé sur la Lune. Là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit bien les astronautes gênés de la question, du renversement de situation par rapport où ils croyaient que c'était au début un vrai documentaire sur l'alunissage. Mais comment des astronautes des missions Apollo qui se connaissent tous les uns les autres, qui sont tous surveillés par la NASA, la NSA, la CIA, peuvent-ils se faire berner les uns après les autres sur une belle brochette d'interviews par le même mec? C'est là où je ne comprends pas et où je dis, et en plus avec l'histoire des micros, où on entend très bien le fils d'Edgar, qui depuis est décédé avant lui d'ailleurs, dire « Papa, est-ce que tu veux que j'appelle la CIA pour le buter ?» Là, il y a un micro-cravate, donc c'est planifié à l'avance. Donc on sait très bien que c'est un truc scripté. Vous voyez, mais les gens sont dans la mascarade, l'illusion totale, le Disney, la NASA. On vous fait croire l'inverse pour en fait cacher la vérité. Donc c'est là où on entretient les gens dans la confusion, tout comme les programmes spatiaux secrets, c'est exactement pareil. On entretient les gens dans la confusion, avec tous ces budgets manquants qui en fait ne riment à rien puisque l'argent, il le crée. Donc voilà, c'est toujours ce chantage à la tension permanente. Une hypothèse avec ces astronautes, ils sont sous contrôle mental. Oui. Ils ont été filmés en Angleterre, mimant un atterrissage sur la Lune dans des studios avec le système de Kubrick pour faire des images incroyables. Et en même temps, ils ont peut-être bien été sur la Lune avec d'autres moyens, puisque la capsule Apollo, tous les techniciens disaient ça ne va jamais marcher. Les premiers ont sauté, ils ont fait exprès de les faire sauter en fait, parce qu'ils disaient mais ça ne va jamais pouvoir être possible.
Et donc, ils ont fait un faux mélange de gaz avec uniquement de l'oxygène, ce qui fait que Gus Grissom a flambé, alors qu'il le savait, hein, il a épinglé son citron sur la capsule avant de monter dedans en disant « nous presque comme des citrons ». Enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas un autre sens derrière. Et donc, comme tous les astronautes qui, quand ils sont revenus, astronautes, cosmonautes, ou peut-être même taïkonautes, je ne sais plus, quand ils voulaient en parler, il y a une interview d'une femme astronaute qui, chaque fois qu'elle veut parler de ça, part en syncope, elle se reprend, elle revient, et elle va parler de ce qu'elle a vu là, et hop, elle repart en syncope. Ses collègues viennent la secourir, et puis on met fin à l'interview. Donc, ils sont sous contrôle mental de façon à avoir des arguments vrais. C'est-à-dire que si on les passe au détecteur de mensonges, ils sont convaincus. Mais ça sera des mémoires implantées. Et de la même manière que le premier qui a parlé de la zone 51 a arrêté son travail là-bas, ou de la Dodule, c'est de la zone 51, Bob Lazar. Il a arrêté son travail là le jour où il s'est rappelé être descendu le matin de l'avion, et puis le soir, il remontait et il ne se rappelait plus rien de la journée. C'était un petit peu après qu'il ait commencé ses premières divulgations, et donc à ce moment-là, ils lui ont fait un lavage de la journée, quoi, un lavage de cerveau de la journée. Donc, ce travail de contrôle mental, c'est la suite des savants du projet Paperclip qui s'occupaient déjà de ça avec le docteur Green en Allemagne. Enfin, Green, c'est en fait Mengele, je crois. Là, si je résume, on a vu beaucoup finalement d'agences secrètes. J'ai pas retenu toutes celles que Marc a citées. Il y en avait beaucoup. À un moment donné, on est complètement dans la confusion. Tu vois, Marc, tu parlais de confusion. C'est clair qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et pour moi, il y a forcément un organisme qui à un moment donné, maîtrise tout ça. Sinon, c'est pas possible, ça irait dans tous les sens. Et pourtant, on sent qu'il y a quand même une intelligence qui fait que ça va dans le même sens. Donc pour vous, ce serait quel organisme qui serait au-dessus de tout et qui chapeauterait tout ça? Le MJ12, pour le gouvernement secret. Forcément. Bill Cooper en a parlé dans son livre, Le gouvernement secret. Il est bien cité, le MJ12. Voilà, avec des noms. Voilà, j'ai toute la liste là devant moi, mais le MJ12, c'est pas du tout difficile à comprendre. Ce qui gère la flotte spatiale, puisque on a cité, c'est de commandement de l'US Air Force et de la Navy. Donc c'est pas très compliqué. Après, Jean-Christophe nous a bien parlé donc du DARPA, du NRO, de la NGA entre les deux, qui gère donc ces images. C'est pas très très compliqué, surtout que je parle de deux projets, Solar Warden et Radiant Guardian, tout ça par ces désinformateurs qui disent aussi de la vraie information, mais tout en entretenant la confusion dans leurs révélations pour mieux nous perdre, en fait. Mais c'est leur but. Il faut expliquer que c'est le but, en fait. Le but, c'est d'entretenir la confusion pour que les gens, comme disait Pam, un jour se disent, bon, allez, hop, on jette tout, le bébé avec l'eau du bain, et puis on n'en parle plus. C'est que de la bêtise, et on continue à jouer les prédateurs des dimensions, etc. Quoi, et oui, donc c'est ça le but, en fait. C'est d'entretenir la confusion. Donc le MJ12 chapeauterait la NRO ? Dans sa partie occulte, je pense que sans trop de risques, on pourrait dire ça, oui. Et le MJ12, c'est la partie terrienne du gouvernement secret. Ouais. Parce qu'au-dessus, il y a sûrement les grandes fortunes, les banques, et puis au-dessus, il y a peut-être encore les crânes allongés, là, et au-dessus, il y a peut-être encore autre chose. Mais on en a parlé ces dernières semaines, hein, justement. Notre plus grande crainte, c'est justement cette confusion qui est créée. Et je crois que on a déjà un avant-goût avec l'annonce de la découverte de pseudo-aliens. Donc tout ça, ça va être divulgué peut-être. Mais si ça va être divulgué par des agences comme le NERO ou la NASA, de toute façon, hein, puisque bon, ce sont eux qui surveillent tout ça. Donc là, pour moi, c'est la confusion et le danger pour nous, en fait. C'est l'annonce de l'existence d'aliens ou une attaque alien. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis.
c'est que finalement, c'est pas nous, simples Quidam, qui seront à l'origine de... Quand je dis nous, je dis pas nous quatre, hein, je dis nous, toute la communauté ufologique. On ne sera pas à l'origine de la divulgation sera forcément contrôlée par ces super agences qui le feront dans un but qui leur est propre, quoi. Malo, voilà. Quand tu disais soi-disant extraterrestre, là, tu parles de l'histoire des momies du Pérou. Donc, pour elle. Oui. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'était un. Comme on en a parlé, hein, c'est un peu. Elles ont un ADN terrien. Elles sont para-humaines, enfin paraterrestres. Ce sont des reptiliens ou hybrides reptilo-humains, mais qui étaient terriens, a priori, puisque leur ADN est terrien. Bah, on peut s'étendre sur différentes théories. Hein. C'est peut-être, en fait, ils nous ont peut-être modifié, les humains de l'époque, et puis on est peut-être le résultat donc de cette modification. Et puis notre ADN peut paraître à leur ADN, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel. Hein. De toute façon, on n'a pas. En tout cas, les agences officielles qui s'en occupent, elles dénient. Hein. Elles disent un peu n'importe quoi. C'est lamentable d'ailleurs. Ah ben c'est pitoyable parce que même des novices arrivent à voir les incohérences dans leurs explications. Mais quelles sont ces agences officielles? C'est justement aussi ce qu'il faut. Il faut se poser la question. Hein. C'est la validité de. Voilà, ces écrans de fumée. Hein. C'est quoi? C'est Gaïa? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore derrière tout ça? Ben, c'était, je sais pas, la science bolivienne ou péruvienne. Là. Bah, eux, ils vont pas demander mieux, hein, parce que justement, ça va relancer le tourisme. Non, mais donc, si divulgation il y a, ça passera sûrement et quasi obligatoirement par des agences telles que le NRO, telles que... Ou des gens peut-être le NRO ou la NASA, puisque bon... la NASA regarde plutôt du côté de l'espace. Ça sera peut-être même sûrement par la NASA, parce que la NASA, auprès du grand public, a quand même un gros capital confiance. Ben, ils ont tout intérêt à justement ce que ça passe sur la NASA et pas sur le NEO, parce que le NEO, alors regardez, ils savent ce que c'est. Je pense qu'on a fait à peu près le grand tour de ce qu'on voulait voir et dire sur ces programmes spatiaux secrets. J'espère qu'on n'aura pas de problème par le NRO et compagnie, pour en avoir un petit peu parlé sur Miasme TV. Et puis, je te remercie, Jean-Christophe, de nous avoir encore consacré un petit peu de ton temps pour parler de ça. C'est moi qui vous remercie. De toute façon, c'est toujours sympa d'échanger quelques idées. Et puis, je pense surtout qu'on arrive à regrouper d'autres idées, justement, en échangeant ces discussions, parce qu'on arrive à connecter plus de points chaque jour. Et ça, c'est justement le but de notre travail aujourd'hui, c'est de pouvoir reconnecter encore plus de points. Et je pense qu'un jour ou l'autre, on aura une réponse un peu plus définie, en haute définition. En tout cas, voilà, on essaye de faire progresser un petit peu la connaissance de tous ces sujets auprès de notre public. Pam, merci d'être venu. Ben, c'est un grand plaisir, mais il nous reste encore plein de sujets, là. Les super soldats, les nanos, tout ce côté obscur, sans compter le côté occulte, qui est souvent lié. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver tous les mois pour continuer à en parler. Marc, merci d'être venu. Au mois d'octobre, ton dîner OVNI sera sur quel thème ? Les ondes scalaires, justement, donc voilà. En tout cas, messieurs, je vous remercie pour cet entretien des plus intéressants. Jean-Christophe, écoute, j'espère qu'on aura le plaisir de se revoir d'ici quelques émissions pour de nouveaux sujets. Et puis, quant à vous, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous rappelle que ces émissions ne doivent qu'à leur existence qu'au soutien des coproducteurs de Tipeee. Voilà. Donc, si l'émission vous a intéressé, si vous voulez vous aussi participer à la coproduction de ces émissions, n'hésitez pas à venir sur le Tipeee de Miasme TV et à participer pour que l'on puisse faire encore de très longues émissions pendant très longtemps. Voilà. Allez, je vous remercie et à très bientôt. Ciao.